Bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Tout de suite, je vous présente un petit peu. Nous sommes aujourd'hui avec Pauline, Axel et Didier, que je remercie d'être là aussi. C'est vraiment très chouette et on a passé un bon moment à préparer ce webinaire ensemble. Pauline, donc, tu es experte juridique dans le cabinet Trinity Avocat. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton domaine d'expertise, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste? Bonjour à tous. Donc oui, Pauline Pace, donc collaboratrice juridique du cabinet Trinity Avocat. Donc en droit des sociétés et droit du travail, on assiste le chef d'entreprise dans l'ensemble de ses démarches juridiques. Et depuis, on développe aussi un secteur économie sociale et solidaire. Super, merci beaucoup Pauline. Et Axel, bonjour Axel. Alors, tu es une salariée prêtée. Tu vas venir témoigner un petit peu de ça. Mais au-delà d'être prêtée, toi, tu viens de chez Decathlon. Et puis, je vois un logo butin derrière. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, s'il te plaît? Oui, alors bonjour tout le monde, donc moi c'est Axel Thiers, je suis effectivement salariée Decathlon depuis maintenant 8 ans et depuis septembre je suis prêtée à une start-up qui s'appelle Butin et qui fait de l'épargne positive. Mais je vous raconterai plus de détails après. Super, merci beaucoup Axel. Et enfin, nous avons Didier Boquet, qui est employeur. Tu es dirigeant Didier, dirigeant du groupe Easy. Et je vois un logo By Expert aussi. Tu vas pouvoir peut-être nous dire le lien entre les deux. Oui, alors bonjour à tous. Je suis très content d'être là. En deux mots, Easy accompagne les sociétés dans le cadre de leur développement. Et dans notre structuration de sociétés, nous avons plusieurs sociétés, dont By Expert qui est l'experte de la partie produit. Et en tant qu'emprunteur aujourd'hui, c'est sous l'angle By Expert que j'interviens. Ok, super. Merci beaucoup Didier. Et de mon côté, Clément, moi, je suis le fondateur de Share and Smile, partager et sourire. Notre mission à nous, c'est d'aider les hommes et les organisations à mieux utiliser leurs ressources. Et justement, il y a une ressource immatérielle, mais qui est super importante, c'est les talents. Et on s'est retrouvé face à la crise, on va en parler juste après, à se dire, mais peut-être que nous, on peut jouer un rôle, notamment sur une des deux dimensions sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est le partage. La deuxième dimension, pour info, c'est la coopération. Et donc, pour vous introduire un petit peu le sujet, justement, je voudrais juste vous donner un petit rappel des objectifs et vous faire une demande pour le confort de tout le monde. Première chose, rappel, on est là pour trois choses. Comprendre en quoi ça peut être intéressant le prêt de main-d'œuvre et pour les employeurs et pour les salariés et même pour les territoires, voire l'État qui peut économiser pas mal de coûts, notamment en n'ayant pas à payer du chômage partiel. J'ai failli ne pas trouver mes mots. Deuxième point pour lequel on est là aujourd'hui, deuxième objectif, c'est d'avoir les clés pour bien le réaliser. Alors, on va forcément rester un petit peu macro. Pour ceux qui sont pointus sur le sujet, désolé si vous êtes frustrés de ne pas pouvoir entrer sur des choses très, très pointues. Peut-être dans les questions à la fin, on pourra y aller. Mais là, on a fait l'effort, nous, de rester synthétique pour que ça soit compréhensible pour tout le monde et abordable. Et puis, on va découvrir un moyen qui peut faciliter localement le fait de s'organiser et de dire, tiens, on va se mettre à faire du prêt de main-d'œuvre entre plusieurs employeurs du même coin. Voilà. Petite requête envers vous, pour le confort de tout le monde, je vous demande de bien vouloir désactiver les micros et les caméras. La plupart des gens ont l'habitude maintenant, évidemment. On pourra les réactiver au moment des questions qui vont avoir lieu à la fin pour qu'on soit sûr de maîtriser le timing. Et par contre, n'hésitez surtout pas, si vous avez une question, une réaction, un commentaire à partager, à le faire tout de suite dans le chat. Comme ça, c'est évacué, ça ne nous obsède plus. Et nous, ça nous permet de savoir un petit peu les sujets qui semblent avoir le plus d'intérêt et ce sur quoi on va orienter les questions à la fin. S'il y a quoi que ce soit, si ce n'est pas clair, vous n'hésitez pas aussi à réagir dans le chat, à lever la main. Et sans plus attendre, pourquoi est-ce qu'on lance ce webinaire? En fait, je vais juste vous parler de pourquoi est-ce que ce sujet-là m'a frappé au début et je me suis dit que j'allais m'impliquer. C'est que avec la crise Covid, on a forcément vu des baisses d'activité importantes pour beaucoup de structures, beaucoup d'employeurs. Je ne dis pas forcément entreprise parce que c'est aussi dans le milieu associatif, c'est aussi dans le public parfois. Et puis, une conséquence de ça, c'était les conséquences sur l'emploi, évidemment, avec beaucoup de chômage partiel, mais aussi des licenciements, des plans sociaux. On a vu beaucoup d'annonces dans les journaux depuis cet été. Et beaucoup de talents et de compétences qui sont disponibles et beaucoup de gens qui veulent se rendre utiles.
Moi, je suis copain avec des organismes qui facilitent le bénévolat. Il y a eu énormément de demandes de bénévolat pendant le premier confinement notamment. Et à côté de ça, il y a des pics d'activité chez d'autres qui sont plus ou moins ponctuels, plus ou moins forts. Ça peut être parce que beaucoup de demandes ou ça peut être parce qu'il y a un arrêt de maladie ou un congé maternité et qui font qu'il y a besoin de remplacement. Ça peut même être pour d'autres besoins. On va l'aborder un petit peu avec Didier. Toujours est-il qu'il y a d'un côté des talents disponibles, d'un autre côté des besoins non pourvus, avec potentiellement des difficultés à trouver des renforts qui sont qualifiés. Et je me suis dit, mais ce serait quand même chouette qu'on puisse résoudre ces deux problèmes en faisant une sorte de vase communicant comme ça, et en faisant circuler les talents. Et en fait, je ne savais pas, mais ça existe déjà dans le droit du travail et ça s'appelle le prêt de main-d'œuvre en langage courant. Ça s'appelle autrement en langage juridique, mais Pauline va nous aider là-dessus. Et justement, le prêt de main-d'œuvre, je vais demander à Pauline de nous expliquer en quelques mots. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, s'il te plaît, Pauline? Bien sûr. Alors, le prêt de main-d'œuvre, juridiquement, est un dispositif juridique qui permet à une entreprise prêteuse, donc l'entreprise initiale, de mettre à disposition un salarié ou des salariés au profit d'une société dite utilisatrice. On va parler de mise à disposition à but non lucratif. Pourquoi? Puisque sera refacturé uniquement le salaire, les charges sociales et les frais annexes. Il convient d'évoquer une mise à disposition particulière qui a été mise en place depuis 2018 et qui est appelée loi Macron, qui permet à des grosses entreprises de plus de 5000 salariés, donc on parle de la société prêteuse, de mettre à disposition un ou des salariés au profit de soit petites PME comptant maximum 250 salariés, soit de jeunes entreprises justifiant de 8 années d'existence, soit une entreprise présente sur une liste dressée par décret. Et dans ce cas-là, on ne parlera pas de but lucratif. Les refacturations pourront être à 0 €. Voilà, Ok. la petite particularité. Alors, si je comprends bien, le schéma de base, c'est le prêteur met à disposition un salarié volontaire chez un emprunteur qui a besoin de renfort. Le prêteur continue à payer le salaire au volontaire, le volontaire travaille chez l'emprunteur et l'emprunteur rembourse le salaire au prêteur. Sauf que parfois, dans certaines petites exceptions, on n'est pas obligé de rembourser la totalité, voire même on peut ne rien rembourser du tout. Et ça, c'est un cas assez particulier pour des très grosses entreprises qui vont prêter à des beaucoup plus petites. Est-ce que j'ai bien résumé? Tu as super bien résumé la situation. Super. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce que, alors, on peut peut-être passer un tout petit temps sur les trois acteurs qu'on voit là. Est-ce que tu peux nous dire un mot, par exemple, du salarié? Pourquoi on précise le salarié volontaire, notamment? Bien sûr. Alors, l'une des conditions essentielles pour la bonne exécution de la mise à disposition du personnel, c'est d'obtenir l'accord du salarié. Donc, soit on est en présence d'un salarié volontaire qui en fait lui-même la demande, soit peut-être qu'il en a entendu parler justement et qu'il souhaiterait pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc, on doit, dans tous les cas, absolument avoir son accord matérialisé par le biais d'un avenant au contrat de travail. Ok, donc en tant que salarié, si mon patron n'est pas au courant, je peux très bien me dire, je voudrais me porter volontaire et je voudrais me proposer pour pouvoir faire du prêt de main. Tout à fait. Super. Et alors, le prêteur, c'est qui? Donc, le prêteur, c'est l'employeur initial. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui est lié par un contrat de travail avec le salarié volontaire. Ok, super. Et d'ailleurs, ils vont rester liés par ce contrat de travail. Exactement. Et ça va être quelque chose d'assez important, si je ne me trompe pas. Exactement. Et l'emprunteur, on l'appelle souvent utilisateur. C'est qui exactement? Alors, ça peut être toute entreprise de droit privé ou de droit public. Attention cependant, le contrat de mise à disposition de personnel peut être réalisé entre deux entreprises de droit privé, entre une entreprise de droit privé et une entreprise de droit public, mais surtout pas entre une entreprise de droit privé et un organisme public. Il y aura une incompatibilité à ce niveau-là. D'accord. Donc, je ne peux pas prêter quelqu'un de mon équipe à la métropole de Lille, par exemple? Non. D'accord.
cette particularité. Et un hôpital, oui. Oui. Ok, super. Merci, Pauline, pour ces précisions. Je sais que tu voulais nous parler un petit peu de justement, c'est quoi les conditions avant de démarrer. Et donc, je te propose de nous en dire un petit peu plus là-dessus. J'ai déjà passé à la slide là-dessus. Donc, tu m'avais parlé de conditions de forme. Ça veut dire quoi, ça? Oui, exactement. Alors, les conditions de forme sont prévues par le Code du travail. Donc, je vous passerai le détail du numéro du Code du travail. Donc, comme on l'indiquait précédemment, il faut absolument obtenir l'accord du salarié. Cet accord est matérialisé par la conclusion d'un avenant au contrat de travail, puisque le contrat de travail initial ne va pas être interrompu ou suspendu, mais on vient en modifier la mise en application, les conditions d'exécution finalement. Les quelques clauses essentielles à y retranscrire sont notamment l'objet. Il faut simplement contextualiser le recours de la mise à disposition du personnel. Également, je recommande de prévoir sur une durée plus ou moins longue, d'indiquer justement la limite dans le temps. Puisque comme l'indique l'essence même de ce dispositif, ça a un caractère temporaire. Vous pouvez y prévoir des possibilités de renouvellement, mais toujours à durée déterminée. Également, je pense qu'il est opportun de prévoir une clause relative à la période probatoire qui est normalement facultative, sauf si on vient toucher à une condition essentielle du contrat de travail. Condition essentielle qui peut être le lieu d'exécution du travail, la rémunération ou les fonctions. Les fonctions peuvent être modifiées, complétées. Cette période probatoire doit être… Pauline, excuse-moi une seconde. Une période probatoire, est-ce que c'est un peu comme une période d'essai dans un CDD? C'est tout à fait ça. Okay. Et d'ailleurs, il n'y a pas de texte légal qui vient déterminer la durée de la période probatoire, c'est plutôt la jurisprudence qui conseille vivement de se calquer sur les durées de période d'essai applicables au contrat à durée déterminée. Okay. Donc, c'est tout à fait ça. Après, sur les autres clauses, il y aura notamment les accords collectifs applicables et bien sûr les conditions de réintégration du salarié. Super. Je voudrais revenir un tout petit peu sur la notion de volontariat parce que c'était assez intéressant et je voulais en profiter pour demander, Axel, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, justement? Est-ce que tu t'es senti comme une volontaire en particulier? Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé finalement pour toi? Alors pour moi, c'est un peu… En fait, ça s'est passé de manière complètement pas préméditée. C'est-à-dire que j'étais bien salariée chez Decathlon et j'ai eu une opportunité chez Butin. Et c'est cette opportunité qui a créé le fait que j'ai demandé à Decathlon, enfin, je me suis portée volontaire et j'en ai parlé à Decathlon. Et suite à ça, on a mis en place ce fameux avenant dont parlait Pauline. Donc, j'ai signé cet avenant avec une date fixe, avec une échéance. Mais à la base, je n'ai pas levé la main en disant je suis volontaire. C'est l'occasion qui a fait que ça a pu être possible. Qu'est-ce que tu en as tiré jusque-là pour l'instant? Oh, jusque-là, franchement, il y a beaucoup d'avantages. Pour le moment, j'ai même envie de dire qu'il y a essentiellement que des avantages. Déjà, ça a été très simple puisque ce contrat, il s'est fait de manière très fluide. J'ai été bien accompagnée par les RH et par les équipes juridiques des deux parties, donc du prêteur et de Decathlon et de Butin. Je ne sais jamais quel terme utiliser, le prêteur et le… Utilisateur, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Donc, j'ai été bien accompagnée par les deux parties et en fait, ça s'est fait même assez rapidement à partir du moment où on sait quelle est la procédure, quels termes il faut indiquer dans le contrat. Finalement, après, c'est juste une signature. Et en termes d'avantages, c'est très confortable. Clément, sur la partie volontariat, il y a cet aspect légal, mais il est évident que dans ce qu'on fait, on ne pourrait pas avoir la dynamique qu'on obtient actuellement si les personnes étaient placées de force. Donc, on pourrait voir des situations où un employeur a des vrais problèmes, il faut qu'il l'utilise quelque part, qu'il se soulage, qu'il utilise sa main-d'œuvre. Prêter de force, ça ne fonctionnerait pas puisque l'emprunteur, lui, on y viendra, mais il est dans une dynamique qui est tout autre. Donc, le bon sens rejoint le légal. Oui, complètement. C'est vrai qu'un employeur qui emprunterait un salarié forcé ne serait pas très gagnant. Et probablement que l'employeur prêteur, ça lui retomberait dessus aussi à un moment, même
en termes de motivation, en termes de plein de choses, même s'il n'y avait pas le droit pour protéger le salarié dans ces cas-là. Ça veut dire qu'il y a peut-être une petite vigilance. Enfin, là, on va être vraiment dans le côté complet de la recherche, mais ça veut dire quand même que voilà, cet entretien ou ces échanges, moi, dans mon cas, ça s'est fait très, très rapidement. Peut-être il faut quand même prévoir cet entretien pour tester, pour vérifier qu'on n'est pas dans ce cas-là d'un salarié qui n'oserait pas trop et qui serait un peu forcé à venir sur la partie validation en mode. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Pauline, il me semble qu'il y avait une dernière condition qui était importante. Alors, en fait, condition non lucrativité. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot dessus? tout à fait. Alors, comme évoqué juste précédemment, on entend par non lucrativité une refacturation à l'euro comptant. C'est-à-dire que vont être repris par les deux sociétés la rémunération à proprement parler du salarié, qui comprend l'ensemble de la rémunération de base, mais ainsi que les éventuelles primes et accessoires dont il peut bénéficier et qui sont versés au sein de l'entreprise utilisatrice. À ça s'ajoutent les charges sociales et les frais de déplacement, les frais d'habillage annexes. Super, merci beaucoup Pauline. Donc on paye le salaire, on paye les charges associées, on paye les primes s'il y a besoin. Donc tout ce qui revient de la rémunération classique du salarié. C'est ça. Très bien, et alors il y a quelque chose aussi à faire avec le CSE, c'est la combinaison du CHSCT et du CE pour si jamais il y en a encore qui ont un doute là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire, Pauline, avec le CSE? Oui, tout à fait. Donc, c'est une des conditions essentielles. Il convient, que ce soit pour l'entreprise prêteuse ou bien pour l'entreprise utilisatrice, de réunir le CSE, de récolter leur avis, de les consulter et de les informer de l'ensemble des conventions de mise à disposition. Attention, le CSE peut émettre un avis défavorable, ça ne vous bloquera pas dans la mise en place de ce dispositif. C'est juste une obligation de les solliciter afin qu'ils soient totalement informés des mises à disposition futures. Ils n'ont pas de droit de veto, ils ne peuvent pas empêcher la chose, mais on doit absolument les consulter quand même. De toute façon, je pense que c'est beaucoup plus fluide, enfin, c'est beaucoup plus coopératif d'aller les consulter et les impliquer. Alors Gaëtan, je vais y répondre tout de suite parce que c'est facile ça, mais Gaëtan demande si on doit faire du 100% ou pas. Non, on peut faire du temps partiel, tout à fait. D'ailleurs, Didier, c'est ton cas, il me semble. Oui, tout à fait. J'y viendrai sur mes points, mais on n'est que sur du partiel et même du très partiel. C'est ce qui était clé pour moi. Alors, si je peux juste rebondir sur le temps partiel, dans ce cas-là, il faudra veiller à être très attentif et reprendre l'ensemble des dispositions prévues par le Code du travail, comme pour la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, c'est-à-dire détailler un maximum les fonctions réalisées par le salarié et préciser les horaires, même si on est amené à le faire dans le cadre d'une mise à disposition classique, mais préciser le nombre d'heures effectuées par le salarié. C'est une petite précision en plus. Il faut être davantage précis pour le temps partiel. Ok, super. Merci beaucoup, Pauline. Je surveille le timing. Il va falloir qu'on accélère un tout petit peu pour faire le avant, le pendant et le après. Alors, il y a une toute petite synthèse qu'on avait prévue, Pauline, sur comment bien faire les choses, finalement, sur le avant. Il y a des choses qu'on a déjà dites, mais à la limite, je vais parler sous ton contrôle. Il s'agit de refacturer à l'euro près. Le marchandage, c'est si on fait de la marge, finalement. Donc, si jamais je refacturais plus que ce que ça me coûte, là, je serais dans un délit. Il faut absolument avoir l'accord du salarié qui soit volontaire. Ça pourrait aller sur une requalification de contrat. Il faut absolument avoir une convention la convention, c'est entre le prêteur et l'emprunteur, que c'est important, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce point-là, si tu veux, Clément. Vas-y, bien sûr. Puisqu'elle est essentielle. Elle fait partie des conditions de forme avec l'avenant au contrat de travail et la sollicitation du CSE. Mais cette convention de mise à disposition est conclue simplement entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice. Elle va reprendre l'ensemble des dispositions prévues dans l'avenant et y préciser les responsabilités de chacun. Ouais. Qui est responsable de quoi?
D'ailleurs, c'est super intéressant. On va le voir juste sur le pendant, mais qui joue quel rôle finalement entre les deux employeurs? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de mélange là-dedans. Les conventions collectives, on respecte celles de qui? Alors, sur les conditions de base, c'est la convention collective de la société initiale, donc de la prêteuse. Mais sur les conditions d'exécution, à savoir sur la durée du travail, sur éventuellement le travail de nuit, ce genre de choses, ce sera la convention collective de l'entreprise utilisatrice. D'accord. Donc Axel garde les mêmes avantages, les mêmes conditions que ce qu'elle avait avec Decathlon. Et par contre, si Butin avait des horaires différents, elle s'adaptera à cette... Tout à fait, c'est exactement ça. Super. Axel, tu allais réagir? Non, j'allais confirmer, dire que c'est exactement ce que je vis aujourd'hui. Donc, c'est ça. Stéphane demande s'il n'y a pas de contrat entre le salarié prêté et l'entreprise utilisatrice. Surtout pas. Alors là, justement, vous voyez, il y a le point relatif au co-emploi. Vous risqueriez de tomber sur un co-emploi qui est complètement interdit. Le contrat de travail, encore une fois, initial liant l'employeur de la société prêteuse et le salarié prêté n'est pas rompu et n'est pas suspendu. Il y a un seul lien de subordination qui existe, c'est entre l'employeur initial et le salarié. Super, très bien. Et donc le CSE, on a déjà bien insisté dessus. Donc voilà la checklist pour bien démarrer les choses. Et pour ceux qui veulent, on vous enverra le document. Le fait est qu'on n'a pas les emails de tout le monde parce que tout le monde ne s'est pas inscrit via Eventbrite. Donc il faudra nous les laisser dans le chat en privé si vous le souhaitez. Et puis on vous les enverra. Et alors, pendant, on l'a déjà un petit peu abordé, mais du coup, le salarié, c'est quoi son statut? Qu'est-ce qui lui arrive? On a deux idées importantes là qu'on voit. Est-ce que tu peux nous le dire rapidement, Pauline? Oui, bien sûr. Alors, pour revenir sur cet élément, le salarié continue de bénéficier des avantages initiaux. Il garde sa mutuelle initiale. Il continue de percevoir les primes intéressement, mais puisqu'il va réaliser des fonctions au sein d'une entreprise utilisatrice, il va également pouvoir bénéficier des avantages sociaux, à savoir primes et accessoires de salaire. Il aura également accès à l'ensemble des moyens culturels, des dispositifs d'une cantine ou, en termes de rémunération, des tickets restaurants de la société utilisatrice. Donc là, ouais, il y a un petit truc un petit peu subtil quand même, c'est-à-dire que je garde ma mutuelle, enfin tous mes avantages classiques de mon employeur. Mais par contre, s'il y a un concert de M. Pokora dans le comité d'entreprise de la société utilisatrice, j'ai le droit de demander à avoir accès à un ticket pour M. Pokora. Tout à fait. Le CSE doit mettre à disposition une partie de son budget pour les salariés mis à disposition. Ça marche. OK. Donc ça, c'est un petit peu subtil quand même. Et en termes d'avantages, ce n'est pas que chez mon employeur classique, il y a aussi sur l'employeur utilisateur qui a un petit quelque chose. Et tu l'as déjà dit, mais effectivement, le contrat reste le même en fait. Oui. Ah oui, oui, oui. On vient juste modifier les conditions d'exécution. Donc, au lieu d'être attaché, je prends le cas d'Axel, au lieu d'être attaché à Decathlon à Villeneuve-d'Ascq, elle va être attachée à Butin, qui est peut-être au centre-ville de Lille. Je ne sais pas où est Butin. C'est ça. Alors là, par contre, si tu es amené à modifier le lieu d'exercice du ou de la salariée, c'est une condition essentielle du contrat de travail. Et c'est pour ça que, du coup, on propose aussi un avenant au contrat de travail. Puisqu'on sait d'ores et déjà qu'il y a certaines modifications qui vont être entreprises comme le lieu. On imagine, ça me paraît aussi assez logique, on imagine qu'une société la société initiale est basée à un autre endroit que la société utilisatrice. Donc, d'entrée de jeu, c'est pour ça qu'aussi un avenant est mis en place dès le départ. Oui, je garde mon contrat et l'avenant vient juste préciser que pendant cette période-là, qui détermine d'ailleurs quelle est la période, voilà ce qui va changer dans la manière de réaliser mon travail pour mon employeur, qui reste toujours le même. Alors tiens, Stéphane nous pose une question, je pense qu'il sait un petit peu la réponse de toute façon, lui, mais il nous demande si l'entreprise utilisatrice n'a aucun pouvoir de sanction sur le salarié prêté. Alors, on va y répondre tout de suite, on allait l'aborder juste après, mais effectivement, Pauline, tu vas me confirmer que non, elle n'a aucun pouvoir de sanction directe. Tout à fait, puisque
comme le salarié reste tenu par son contrat de travail initial, donc il y a toujours ce lien de subordination qui implique que l'employeur de la société prêteuse reste le mieux placé pour réaliser ce pouvoir disciplinaire. Pour autant, l'employeur de la société utilisatrice peut être amené à réaliser, par le biais d'un système d'évaluation, et transmettre l'ensemble de ces éléments à l'employeur initial. Il peut faire part de son mécontentement, et dans ce cas-là, ce sera l'employeur de la société prêteuse qui sera amené à attribuer une sanction au salarié. Didier, en tant qu'emprunteur, ça t'est arrivé, ça, toi? Non, j'ai pas eu ce cas. On est vraiment dans une super dynamique, donc moi j'ai vraiment aucun souci à ce niveau-là. Et également la partie légale et encore une fois la partie terrain et bon sens. Donc à partir du moment où on a identifié la personne qui nous convient, elle est en ligne avec le travail qu'elle va faire. Après, il y a une présence, dans notre cas en tout cas, une présence physique sur notre site, ce qui fait qu'il y a un fonctionnement de fait, et quand on donne des instructions, quand on corrige des choses, ça se passe naturellement, donc personne ne me sort le contrat de travail en me disant bah, moi je suis rattaché à tel monsieur, vous n'avez pas de pouvoir. Pas du tout, on est vraiment dans une dynamique. Le légal permet qu'elle soit là et ça se passe vraiment comme avec une employée classique. Et toi, Axel, comment toi aussi, tu vis ça un peu de la même manière que ce que décrit Didier? Ouais, moi je le vis très bien. Je trouve que justement ça se passe bien parce que les deux parties sont alignées. Et puis c'est pas anodin non plus. En fait, aujourd'hui, je me retrouve prêtée chez Butin dans une start-up qui finalement a des valeurs partagées avec Decathlon. Donc je m'y retrouve. Je suis pas plongée dans un environnement qui est complètement différent. Il y a quand même ce lien qui fait que ça fonctionne. Oui, du coup, je le vis plutôt bien. Je trouve que c'est même riche de vivre cette expérience, puisque aujourd'hui, 3 jours par semaine, je suis plongée dans un autre univers, donc avec une nouvelle mission, avec des nouveaux collègues qui sont très bien, des nouveaux locaux, ça casse en fait la routine. Et moi, personnellement, ça vient nourrir mon besoin de découverte. Moi, je me présente comme une slasheuse, donc j'aime bien varier les activités. Et là, c'est une occasion de plus de contribuer à autre chose. Et puis d'ailleurs, l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que ce que j'apprends chez Butin, d'une manière ou d'une autre, je le transmets à Decathlon et vice-versa. Je comptais en parler plus tard, mais là, ça arrive, donc je vais vous expliquer ce qu'on a mis en place avec mon équipe chez Decathlon. Toutes les 2 semaines, si je me souviens bien, on a un rendez-vous qu'on appelle apprentissage, et donc on s'échange un peu nos quotidiens, on se raconte ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui devrait être arrêté, ce qui devrait être amélioré, et on se nourrit les uns les autres, et finalement on se rend compte qu'on fait partie d'un grand tout, d'un grand écosystème, et donc on arrive à créer des ponts par cet avenant que j'ai signé. Finalement on arrive à créer des ponts entre 2 entités qui font finalement partie d'un même système, donc ça marche vraiment, quoi. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que je vais reprendre l'image des vases communicants. On peut les voir en termes de ressources pures, de ressources humaines, en disant il y a une force de travail qui se transfère de l'un à l'autre, mais finalement, il n'y a pas que ça qui se transfère. Il y a beaucoup de choses, et ça se fait dans les deux sens, où on s'enrichit l'un de l'autre par l'intermédiaire de ce prêt de main-d'œuvre. C'est super intéressant. Oui, je confirme. Slasheuse. Effectivement, alors pour ceux qui ne savent pas, un slasher, c'est quelqu'un qui cumule plusieurs types de jobs ou d'occupations. Donc on pourrait être boulanger / DJ, par exemple, ou je sais pas, danseuse étoile / consultante informatique. Voilà, par exemple. Donc il y a de plus en plus de gens qui slashent, effectivement. Merci beaucoup, Axel. Alors, on a déjà abordé une bonne partie des choses. Tu as parlé tout à l'heure, Pauline, de l'évaluation du travail, du pouvoir disciplinaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la position de l'entreprise prêteuse qui est importante de souligner pendant la durée du prêt de main-d'œuvre? Alors, l'entreprise prêteuse conserve également l'ensemble des responsabilités en matière médicale, on va dire. Donc, oui. Voilà. Par On ne contre, l'a pas noté. Pour autant, c'est l'entreprise utilisatrice qui doit s'assurer des bonnes conditions en matière de sécurité. D'ailleurs, le salarié reste tenu au respect du règlement intérieur de la société utilisatrice. Ouais.
notamment pour les conditions d'hygiène de sécurité. Et juste avant de passer justement à l'utilisatrice, je vois qu'il y a noté congé payé, c'est-à-dire qu'Axel, si elle veut poser des congés, ce n'est pas à butin qu'elle demande. Non, non, puisque là, on tomberait dans cette notion, encore une fois, de co-emploi. C'est absolument l'employeur de la société prêteuse qui a un droit de validation des congés. Pour autant, il faut pouvoir s'arranger avec l'entreprise utilisatrice. Ils travaillent de concert, elle doit forcément les solliciter, mais c'est encore une fois l'employeur de la société prêteuse qui va donner accès, qui va donner droit à sa demande. Super, merci Pauline. Et alors effectivement, à chaque fois, on prend un petit peu d'avance, et tant mieux, sur la position de l'entreprise emprunteuse, de la structure emprunteuse. Tu as évoqué le respect du règlement intérieur, donc on applique bien le règlement intérieur de bail expert pour le salarié qui est prêté à Didier Bocquet, par exemple. Et puis, tu as parlé de conditions d'exécution. J'aurais rajouté un petit élément. Je pense que parce que les employeurs peuvent être confrontés à cette situation, ça concerne l'accident du travail, par exemple. Oui. Pour l'accident du travail, il faut être très vigilant puisque à ce moment-là, c'est l'entreprise utilisatrice qui, dans un délai maximum de 24 heures, doit informer l'entreprise prêteuse et c'est cette entreprise prêteuse qui va réaliser l'ensemble des démarches administratives. Ok, super. Donc effectivement, c'était ça derrière le mot sécurité. Donc si je suis prêté chez Bail Expert et que je me blesse pendant l'exercice de mon travail, Bail Expert devra informer mon employeur. Et c'est mon employeur qui s'occupera de tout l'administratif quand même. Et par contre, si Bail Expert avait été irresponsable dans sa manière d'encadrer mes conditions de sécurité, on pourrait se retourner contre lui quand même. Oui, alors ce ne serait pas le salarié, puisque le salarié, toujours dans cet esprit de lien de subordination, ne peut se retourner que contre son employeur initial, donc l'employeur de l'entreprise prêteuse. Mais dans ce cas-là, c'est l'entreprise prêteuse qui, elle, intenterait une action contre l'entreprise utilisatrice. Encore une fois, c'est ce genre de choses, dans le vécu en tout cas d'Axel et Didier, tout se passe très bien. Mais c'est bon de rappeler un petit peu qui doit prendre quoi en charge pour ne pas mélanger les genres. Oui, tout à fait. Et donc, la checklist, elle était rapide pour le pendant, et tu as déjà beaucoup insisté dessus, Pauline, mais c'est le pouvoir disciplinaire. C'est vraiment que le prêteur qui a le pouvoir, on reste dans le respect du contrat de base, et l'emprunteur, s'il a un problème avec le salarié, avec quoi que ce soit, il en parle au prêteur. Exactement. Il ne peut pas donner de sanctions, finalement. En fait. Non. Non, puisque encore une fois, ça peut être tentant pour l'employeur de l'entreprise utilisatrice. Je veux dire, c'est lui qui va, être amené à travailler avec le salarié, qui va voir concrètement sa façon de réaliser les fonctions au sein de l'entreprise. Pour autant, s'il succombe à cette tentation, entre guillemets, il risque de voir une requalification d'un contrat de travail et donc toutes les obligations qui en découlent. Également, on pourrait considérer que le salarié prêté ait réalisé des heures supplémentaires à la charge de l'entreprise prêteuse. Donc, il faut être quand même assez vigilant sur ce point-là. En même temps, ce que je trouve positif, c'est qu'à partir du moment où on respecte ce cadre-là qui est plutôt simple, les choses sont fluides, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disait Didier tout à l'heure, toi, dans la manière dont tu vis la chose. C'est très, il y a la loi qui nous dit comment faire les choses, mais finalement, si on les fait comme elle dit, c'est très simple. Moi, ça m'a paru en tout cas simple, et pourtant, je suis assez opposé à toutes les structures administratives qui nous font perdre pas mal de temps. Là, moi, j'ai trouvé ça très simple, c'est assez fluide. Je disais tout à l'heure, on est dans une logique, dans une évidence. Après, je pense qu'il n'y a aucun système, quel qu'il soit, qui puisse prévenir les mauvaises intentions, qu'elles soient de l'emprunteur ou qu'elles soient du volontaire. On le disait tout à l'heure, si le volontaire n'est pas volontaire, voilà, c'est à nous de le voir, à nous de le gérer, c'est pas le système qui est en cause. Et si demain un emprunteur veut abuser, mettre en danger, faire des heures sup, etc., il prend ses responsabilités comme il le prendrait avec n'importe quel salarié ou avec n'importe quel système de fonctionnement. Moi, j'ai trouvé cette solution intéressante dans mon cas précis
et je voulais pas et je ne pouvais pas faire appel à de l'intérim pour des questions financières, des questions d'efficacité, c'est ma version de la chose, mais j'aurais eu les mêmes problématiques, les mêmes contraintes. Donc voilà, je vois ça, moi, du côté positif et dynamique. On voit bien les retours d'Axel sur ces sujets-là. Et après, j'entends, et il faut évidemment être vigilant, j'entends le côté juridique, il faut être vigilant. Mais je n'ai pas vu de complexité ou de lourdeur à ce système. Et Didier, Est-ce que je peux partager? Vas-y, Axel. Je voudrais juste partager une petite anecdote là-dessus, sur ce que tu disais, Didier. Decathlon, là, pendant le confinement, a prêté en Belgique de la main-d'œuvre pour les magasins alimentaires Colruyt. Ouais. Parce que justement, Decathlon était fermé et à l'inverse, Colruyt était en pic de commerce parce que les magasins alimentaires restaient ouverts et donc il leur manquait de la main-d'œuvre. Donc il y a eu ce système de prêt de main-d'œuvre. Et l'anecdote, c'est qu'il y a un collaborateur Decathlon qui finalement est resté chez Colruyt. Et ça n'a pas posé de problème parce que c'était sa volonté. Donc, il s'est fait embaucher par Colruyt, mais c'était son souhait. Et les deux entreprises ont respecté ça et ça s'est fait sans aucune accroche. Oui. Et finalement, si ça peut contribuer à ce que chacun sache un peu mieux sa place idéale dans le monde, c'est pas mal, de rien. Et donc ça, c'est une manière beaucoup plus douce que de se dire j'en ai marre, je m'en vais. Et parce que l'herbe semble plus verte ailleurs et que finalement elle n'est pas si verte que ça. Et je crois que ça, il y a plusieurs employeurs qui ont déjà vécu ça. J'en ai bien entendu parler plusieurs fois. Et d'ailleurs, Didier, toi, ça t'est arrivé, je crois. Oui, tout à fait. Avec un salarié qui a un talent, avec de l'ambition et qu'une envie débordante. On n'avait pas les possibilités d'y répondre dans l'instant. Il n'a pas pu attendre. Sans critique, il est parti. Et il est parti avec une certaine déception, donc il nous a mis quand même à la figure tous les côtés positifs de la nouvelle entreprise, de la nouvelle aventure. Et 6 mois après, il a voulu revenir. Malheureusement, comme on n'était pas dans le cadre de ce dispositif, on était bien dans une rupture, il était parti. Après avoir exposé tout ça, il était impossible pour moi, vis-à-vis des autres salariés, de le reprendre. Je me suis dit, il a dû apprendre, c'est positif, quelque part, il a pris une baffe, donc il revient, ça ne peut être que mieux pour nous. Malheureusement, je n'ai pas pu bénéficier de cet apprentissage comme je pourrais le faire avec ce dispositif-là, parce que vis-à-vis des salariés, il y avait eu rupture, départ et critique, et maintenant, ils voulaient revenir. Voilà. Donc c'est l'équipe qui ne l'aurait pas bien vécu, en fait. Le reste de l'équipe. Oui, tout à fait. Et du coup, ça renvoie à une conversation qu'on avait, d'ailleurs, et un commentaire de Didier qui va dans ce sens-là, c'est que ça peut aider à gérer des carrières, finalement, à aider quelqu'un à déterminer un petit peu mieux quel serait mon projet professionnel. J'aspire à autre chose, mais je ne sais pas trop quoi. Finalement, plutôt que de prendre trop de risques, tiens, pars un mois contribuer à un autre projet, éclate-toi, découvre un nouveau métier ou des choses comme ça. Tout à fait, surtout que ça peut être géré non pas par exemple sur un mois complet, mais de dire une journée par mois. Donc ça, moi, je peux me le permettre quand même, c'est pas ultra impactant. Lui, il découvre un petit peu, il voit ce qui se passe, il peut y avoir des échanges. Ça, c'est intéressant. Alors, ça peut être dans l'exemple dont on parlait, une envie de carrément faire autre chose, mais ça peut être aussi dans une petite bouffée d'oxygène, ça peut être un moyen de se former. Ça peut revêtir pas mal de choses et ça peut être soit sur l'impulse du salarié, la volontaire, ça peut être aussi dans la structure ressources humaines, intégrée dans une gestion un peu plus large et de se dire tiens, on va proposer ce système dans la gestion de carrière des personnes, un peu comme ça se fait dans certaines boîtes, Decathlon, pour reprendre celui de l'employeur d'Axel, a toujours favorisé une semaine de stage par an pour les dirigeants, les mettre en magasin, les mettre en entrepôt, etc. Donc, dans ce cadre-là, je pense que ça peut amener sur la gestion de carrière et éviter les ruptures brutales dont on a parlé. Si on pousse un peu, je ne vais pas prendre trop de temps, mais moi, ça permet dans la réflexion plus stratégique de tester notre attractivité, notre capacité à garder les talents, à calmer les divas. Tout ça, c'est un outil, je pense RH. Si on ne veut pas prêter, si on veut rien faire, c'est-à-dire si on ne s'expose pas un peu, on ne sait pas trop si le salarié ne reste pas par peur, par pression, pour d'autres raisons. Donc ça peut valoir le coup de se mettre entre guillemets un petit peu en danger, c'est-à-dire de voir la réalité. Oui, complètement. Et puis Didier réagissait là à ce que tu disais, en disant que le prêteur peut aussi lui-même trouver des retours d'expérience de ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait plus.
Et moi, typiquement, j'ai été dans ce cas-là où j'ai reçu quelqu'un en immersion, donc une directrice commerciale d'une grande chaîne de distribution alimentaire qui est venue chez moi pendant 2 semaines. Et ça lui a permis En fait, c'était vraiment gagnant-gagnant parce qu'elle, elle s'est imprégnée de comment une toute petite entreprise vit, l'agilité qu'il peut y avoir et les modes de coopération qu'on a aussi chez nous. Et ça l'a inspiré pour plein de choses. Et elle a ramené ça dans son entreprise, évidemment. Et moi, de mon côté, elle m'a amené beaucoup de structures parce que voilà, c'était la grosse boîte rouleau compresseur qui maîtrise super bien le métier et notamment la partie commerciale. Et donc, ça a été très, très utile pour tous les deux. Et donc, je suis d'accord avec Didier sur le fait qu'on peut, en envoyant quelqu'un, on ne fait pas que récupérer son salaire, mais on récupère aussi toute une dose d'inspiration, de veille, de plein de choses comme ça sur des pratiques, sur qu'est-ce qui se fait ailleurs, comment ça se fait et comment nous, on peut s'enrichir de ça. Merci beaucoup pour les réactions, du coup. Aussi bien à mes 3 compères qu'à Didier et aux autres participants sur le chat. Ça enrichit à fond la chose. Alors, il nous reste relativement peu de temps, donc on va cravacher un petit peu, mais ce qui est chouette, c'est que finalement, on a déjà abordé un petit peu comment est-ce qu'on finit bien un prêt de main-d'œuvre. Pauline, tu avais beaucoup parlé de la durée déterminée, on y revient, c'est pas pour rien que tu avais insisté dessus. En quelques mots, qu'est-ce qui est important là pour que ça se finisse bien? Alors, déjà, il y a 2 cas de figure pour qu'une mise à disposition se termine, c'est-à-dire soit elle se termine de façon anticipée, soit elle se termine à échéance. Donc, si elle se termine de façon anticipée, on revient sur notre période probatoire. Cette fameuse période probatoire pendant laquelle le salarié teste aussi un petit peu ce mode de fonctionnement. Et du coup, lorsqu'elle se termine pendant la période probatoire, le salarié recouvre son emploi soit d'origine, soit un emploi équivalent. Donc, sur l'emploi équivalent, j'y reviendrai juste après, puisqu'il peut y avoir des petites nuances. Et donc, il y a d'autres possibilités de terminer de façon anticipée la mise à disposition. Le salarié peut tout simplement démissionner, mais attention, il démissionne auprès de son employeur d'origine. Il peut aussi faire l'objet d'un licenciement, alors qui peut avoir un lien avec la mise à disposition, puisqu'il aurait peut-être commis une faute grave au sein de, pour le cas vraiment le plus grave, il aurait commis quelque chose de suffisamment grave ne permettant pas son maintien dans la société. Et encore une fois, c'est l'employeur de la société prêteuse qui mettrait un terme à son contrat de travail. Ou alors, on arrive à échéance de cette mise à disposition. Et dans ce cas-là, le salarié retrouve son emploi d'origine puisque le contrat n'est pas terminé. C'est la convention de mise à disposition qui arrive à échéance, mais pas son contrat de travail initial. Donc, soit il retrouve son emploi initial, soit l'employeur va lui proposer un emploi équivalent qui ne va pas modifier son contrat de travail. Dans ce cas-là, le salarié reprend ses fonctions. Ou alors, l'employeur, de par la situation de la société, a dû s'adapter et lui propose un poste équivalent, mais qui va entraîner peut-être des modifications au niveau de sa rémunération, au niveau de ses fonctions, au niveau de sa hiérarchie, etc. Il faudra à ce moment-là qu'il y ait un accord du salarié. Si le salarié n'est pas d'accord, il y aura un licenciement. C'est comme, en fait, c'est un peu comme quand on revient d'un congé maternité, quoi. On peut pas on doit nous donner un poste équivalent à ce qu'on avait s'il a été remplacé ou quelque chose comme ça. La philosophie est la même. Oui, c'est exactement ça. Okay. Pour l'expérience que j'en ai, qui est du coup complètement positive, moi je serais plutôt dans l'inverse. Est-ce que je peux prolonger, c'est-à-dire le prendre plus longtemps, voir comme on en parlait tout à l'heure, je découvrais le cas de la Belgique, l'embaucher, ça ne pose pas de souci à partir du moment où les deux entreprises sont d'accord? Alors, pour la prolongation, tu pourrais sans souci Didier, mais dans ce cas-là, il faudrait que tu l'aies prévu en amont, lors de la rédaction de l'avenant et de la convention de mise à disposition. Quand tu vas prévoir ta durée déterminée, il faut que tu anticipes déjà à ce moment-là une possibilité de renouvellement, sans préciser la durée du renouvellement, mais en indiquant qu'arriver, comme pour un CDD finalement, qui connaîtrait un accroissement temporaire d'activité, on dirait bon, ben, sous réserve de renouvellement lors de l'arrivée de son échéance.
J'avais une deuxième question par rapport à ce que tu disais, et je suis toujours dans le côté positif. Tu disais sur la partie rémunération, attention, non lucratif, etc. Moi, je me questionnais sur la possibilité de verser une prime, un bonus à la personne qui est chez nous, parce que voilà, ça cartonne, et voilà, on voudrait la faire participer à la réussite de l'entreprise. Est-ce que c'est possible? Ah, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, tu veux dire dans le cadre de la mise à disposition, enfin, pour la pousser, Oui. Aujourd'hui, pour l'encourager? on lui paye une certaine rémunération qui est prévue dans le contrat, etc., etc. On s'aperçoit après un certain temps que ça se passe mieux que ce qu'on espérait, et pour elle et pour l'entreprise. Et donc, on voudrait lui faire bénéficier d'un extra sous une forme quelconque. Bon, chez moi, c'est plutôt des primes de fin d'année. Est-ce qu'il y a un levier pour faire ça? En tant qu'utilisateur, hein, c'est en tant En tant qu'entreprise. qu'utilisateur, oui. Oui, oui. En tant qu'utilisateur, ben dans ce cas-là, oui, il faudrait que tu en fasses part à l'employeur d'origine, puisque c'est lui qui va verser le salaire que La prime. qu'il va te refacturer à Refacturer à posteriori. l'euro près, et voilà. D'accord, C'est très ça, bien. tout à fait. Et en fait, il faudra modifier l'avenant au contrat de travail, la convention de mise à disposition. Et moi, je recommande vivement de solliciter à nouveau le CSE simplement pour les informer de cette modification. Okay. Et je pousse un petit peu, mais si j'en veux plusieurs, des prêtés, est-ce qu'on est limité? Alors, pas actuellement. Moi, je n'ai pas trouvé de disposition jurisprudentielle, mais tu ne peux pas en faire, c'est-à-dire que ton activité ne peut pas être exclusivement de la mise à disposition de personnel. A priori, tu peux avoir recours à 4, 5, 6 salariés si tu veux, qui seraient mis à disposition, mais ton entreprise ne peut pas être composée uniquement de salariés mis à disposition. On tomberait dans le travail temporaire, justement. Non, je pensais vraiment à ce coup de main là que j'ai en commercial, avoir le même en marketing 2 jours par mois et commencer à initier quelque chose. Et après, évidemment, je pense qu'il faut sortir du dispositif puis embaucher des ressources. Mais à ce stade, c'est l'échange qu'on avait avec Clément quand je l'ai rencontré et qui m'a parlé de ce dispositif. Moi, j'avais vraiment besoin de partiels, c'était des notions d'urgence. Voilà, et donc ce qui m'a présenté avec Share a Job, que ce soit la plateforme ou son accompagnement des entreprises pour l'utiliser, ça me séduit parce que je peux faire ce côté ponctuel, mais je voudrais le faire plusieurs fois. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il y a une question de Ange sur est-ce qu'on a un droit de veto si Didier, par exemple, voulait débaucher la personne qui reçoit un prêt de main-d'œuvre. Bah, c'est un petit peu compliqué, non? À part proposer mieux, je pense que c'est la même chose que quand un salarié veut démissionner, même s'il n'y avait pas de prêt de main-d'œuvre, en fait. C'est ça, en fait, le salarié, du coup, s'il juge la proposition plus intéressante, dans ce cas-là, à charge pour lui de démissionner auprès de son employeur d'origine et simplement avec le respect du préavis, ce genre de choses, mais de façon tout à fait classique. Moi, si ça devait m'arriver, encore une fois, je prendrais contact avec l'entreprise qui me prête le salarié. Je lui expliquerai la situation, l'envie du salarié de faire plus, ma possibilité de lui donner plus, et d'évoquer les possibilités. Et puis, si vraiment le salarié veut venir, je pense que si l'entreprise prêteuse en est pas d'accord, je m'abstiendrai. Mais après, ça, je pense que ça va se gérer d'entreprise en entreprise avec nos valeurs, avec le respect du système. C'est peut-être aussi des choses à aborder dès le début. C'est vrai qu'il y a une Ghislain qui dit est-ce qu'on pourrait mettre une clause dans la convention en fait, de non-débauchage? C'est vrai que peut-être que c'est quelque chose qui peut permettre de sécuriser un peu la chose. Mais je pense qu'après, on sort de l'essence même de la mise à disposition, peut-être. Enfin, Oui. ça fait partie du jeu, en un sens. Si on commence à venir comment dire, sécuriser à ce niveau-là, bon, pour moi, on sort de l'essence même de cette possibilité de mise à disposition. Puis on en revient un petit peu à la réflexion qu'avait Axel de dire bah, finalement, si quelqu'un se sent mieux là-bas, peut-être qu'il vaut mieux qu'il aille là-bas. Peut-être. Et par contre, si jamais ça nous met en danger en tant qu'employeur, on me dire ah oui, mais attends, je vais me retrouver à poil, tu peux pas me laisser comme ça. Il y a peut-être un arrangement aussi en bonne intelligence en disant bah, laisse-moi 6 mois, donne-moi un petit temps pour moi m'adapter avant de partir complètement. Et je pense que, en tout cas, par rapport à un salarié qui est malheureux et qui reste, c'est peut-être mieux de toute façon qu'il parte à un moment. Bien sûr, bien sûr. Mais comme il y a ce deal entre les deux entreprises, même si sur le fond, je partage par exemple ce besoin, si je vois que c'est très positif de faire,
j'aurais quand même cette difficulté par rapport à une société qui a fait l'effort de me prêter. Je voyais Decathlon avec la Belgique, là, il aide des gens qui ont des problèmes, même si ça lui sert, lui, parce qu'il ne peut plus bosser. Mais on va mettre à disposition pour aider. Moi, c'est ce qui se passe, ça m'aide beaucoup. C'est une journée par semaine. Je me vois mal après, puisque l'entreprise n'a vraiment pas d'accord quand on a discuté, de dire aux salariés, bah, écoute, tu démissionnes, tu viens chez moi, on va s'arranger, je vis pas ça bien. Voilà, après, c'est un cas particulier. Alors, j'ai le souci de respecter le timing et je m'excuse par avance, mais je pense on va déborder un tout petit peu parce qu'on est tous un peu passionnés. Je vais juste vous parler très rapidement de Share a Job parce qu'on l'a mentionné sans dire de quoi il s'agit. Donc, je vais faire vite, mais Share a Job, c'est juste une possibilité une fois qu'on se dit, bah, tiens, j'aimerais bien faire du prêt de main-d'œuvre. OK, mais comment je trouve des entreprises ou des employeurs qui ont des besoins complémentaires? Moi, si j'ai des renforts à proposer, comment je trouve des missions pour ces renforts? Moi, si j'ai des missions à proposer, comment je trouve des gens qui vont venir prêter main forte? Et en fait, Share a Job, c'est juste ça. Je vous le fais vraiment en 30 secondes, hein, mais c'est la plateforme de petites annonces dédiées auprès de main-d'œuvre. Donc, si j'ai des compétences en tant que salarié volontaire ou en tant qu'employeur, si j'ai des compétences à proposer, je propose, voilà mes compétences, les renforts que je peux proposer. Si j'ai des missions à proposer, je fais pareil. Ça se passe de la même manière, finalement, sauf soit on propose une mission, soit on propose des renforts. Et ça permet juste aux employeurs de se rapprocher en se disant, ah bah tiens, toi, tu as un besoin complémentaire, super, allons nous arranger ensemble. Et on s'arrête là, on ne fait que les mettre en relation, et ensuite le contrat de mise à disposition, enfin la convention de mise à disposition et l'avenant au contrat, soit vous avez les moyens de gérer, soit bah, il y a des cabinets, il y a des experts comme Trinity Avocat notamment, qui peuvent vous accompagner pour le faire. Donc, en tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est que cette plateforme, elle est gratuite, elle ne vous sert qu'à faire savoir autour de vous de quoi vous avez besoin ou qu'est-ce que vous avez à proposer. Et voilà. Donc, j'ai accéléré parce que je sais que je tenais vraiment à essayer de tenir le timing. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre maintenant, pour ceux qui le souhaitent, dans une petite prolongation avec des questions, des réactions. Et là, en l'occurrence, soit vous continuez sur le chat et comme on a fait, on les prendra en live, soit vous pouvez prendre le micro et allumer votre caméra ou rester masqué, il n'y a aucun souci, pour poser vos questions ou partager vos réactions. Merci en tout cas à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Moi, en attendant, là, pour préchauffer un petit peu, n'hésitez pas hein, si vous avez des réactions. Il y a quelque chose dont tu m'avais parlé, Didier, que tu as très légèrement abordé, mais pas forcément beaucoup encore. C'était l'utilité sur la partie commerciale, notamment pour toi. Oui. Tu avais employé des mots forts, tu avais parlé de vie et de mort même. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? Oui, complètement. Avant qu'on rentre là-dessus, juste un petit mot. On avait parlé, Clément, pour les gens qui seraient intéressés par des sujets, peut-être de refaire un webinaire plus précis avant que les gens commencent à nous quitter. Je ne sais pas où tu en es sur cette idée. Est-ce que tu y reviendras plus tard ? Est-ce que tu en parles maintenant ? Je fais bien de le rappeler parce que j'avoue qu'en étant à fond dans la chose, j'ai complètement éludé cette partie-là. On avait envisagé de vous proposer, comme on est resté relativement macro, d'aller plus dans le détail sur un sujet et de vous proposer de vous exprimer. Donc, vous pouvez le faire dans le chat déjà sur quel serait peut-être mi-janvier par exemple le sujet à approfondir. Est-ce que c'est comment je détermine des besoins, comment je m'arrange entre employeurs, est-ce que c'est comment on va utiliser ça comme levier pour la gestion de carrière. C'était quelque chose qui semblait intéressant aussi. Il y a eu pas mal de réactions quand on a parlé de ça tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à manifester des intérêts là-dessus. Et de toute façon, on viendra un petit peu vous sonder sur le sujet. Mais on le sait tous, une fois qu'un webinaire est terminé, c'est un petit peu plus compliqué de renouveler le contact. Donc, n'hésitez pas à laisser les infos là tout de suite dans le chat. Ça nous permettra d'avoir un peu d'informations. Et ça nous permettrait à nous d'évoquer plein de petits cas de choses que j'ai découvertes rien qu'en échangeant avec Axel, des choses que j'ai vécues. Et j'ai glissé tout à l'heure calmer les divas. Ça parle peut-être pas, mais typiquement, dans certains métiers qui sont des métiers où on a des hyper experts, quand vous avez une petite équipe, la personne qui est là, elle est clé pour l'entreprise et elle se permet parfois des latitudes comportementales,
des réactions qui ne sont pas toujours super, parce que elle sait qu'elle est la seule et qu'elle a un super niveau. De voir quelqu'un entrer en ponctuel, c'est ce que j'ai fait sur un niveau d'expertise en stockage de l'énergie. Une personne qui vient une journée par mois, qui en sait pareil, voire plus qu'elle, et qui montre que voilà, il y a des choses que lui ne sait pas. Ça montre aussi une capacité, entre guillemets, de remplacement, si vraiment on était dans un cas où la tension est trop forte, etc. Donc ça peut être plein de petits exemples qu'on a vécus qui peuvent éclairer les gens qui participent. Si je reviens au sujet dont tu me parlais, effectivement, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, Clément. Je te l'avais dit dans Share and Smile. Et c'est vrai que l'approche multi-performance que tu as via le partage est passionnante. Je ne voyais pas toutes les capacités. Et quand je t'ai parlé, puisqu'on se voit assez régulièrement dans nos échanges de mes besoins, je t'avais précisé le fait qu'on avait, nous, une urgence, donc une ressource commerciale dont j'avais besoin à un moment clé de l'entreprise. Le problème, c'est que c'était une durée très courte, puisque je la voulais aller une demi-journée par semaine. Je ne pouvais pas payer plus, je ne pouvais pas rentrer dans des histoires complexes de CDD ou payer les surcoûts d'intérim. Il fallait aussi que je trouve un profil qui convienne, il y a du temps y consacrer. Voilà. Et donc, tu m'avais parlé de la facilité assurée par ta plateforme et ton accompagnement. Et ça m'a séduit. Mais on n'était pas dans les cas un peu positifs et le temps qu'on avait pu consacrer à un autre sujet qui était Florine, par exemple, parce que c'était moins urgent, ça avait été construit. Ta solution, c'est aussi une solution pour les urgences, et c'est ça que je voulais souligner. Oui. Alors, et elle marchera d'autant mieux pour les urgences qu'il y aura de personnes qui vont proposer justement les compétences qu'elles peuvent mettre à disposition ou les missions qu'elles peuvent prendre un peu ponctuellement. Et, alors, Frédéric, où est-ce qu'on pourra revoir le webinaire? Je pense que je le mettrai sur YouTube, tout simplement, et qu'on poussera le lien. Par contre, si vous voulez l'information, encore une fois, pour tous ceux qui ne sont pas passés par Eventbrite, je vais avoir plus de mal à retrouver votre email. Donc, si vous le voulez, n'hésitez surtout pas à pousser via le chat là votre email en privé à Clément Eustache. Pas besoin de le partager à tout le monde. Oui, Florence, un collaborateur peut s'inscrire directement sur la plateforme et ensuite il va en parler à son employeur. Donc, il peut non seulement le faire pour trouver une mission, mais il peut aussi le faire pour proposer ses compétences. En tout cas, ma manière de le vivre, c'est qu'il ne manque pas de loyauté à son employeur s'il se dit tiens, il n'y a pas beaucoup d'activités chez moi, je vais proposer mes compétences et si ça prend, alors j'en parlerai à mon employeur. Je pense que ça fonctionne bien comme ça. Et nous, alors la plateforme est délibérément très ouverte, c'est-à-dire qu'il y a des données qui sont relativement peu structurées. Là. Par exemple, le comment et quand le faire. On n'a pas mis des dates, des sélecteurs pour dire c'est les lundis, les mardis ou quoi. C'est du texte, comme ça on peut être très ouvert. Et donc, ça permet pour tout le monde de s'y retrouver en pouvant proposer des missions ou des renforts très facilement. Merci Gaëtan pour les encouragements, avec plaisir. Moi, la plateforme, qui ne suis pas non plus un geek, la plateforme était intéressante parce qu'on a aussi été guidé, donc j'ai structuré le besoin. Ça nous a permis aussi, nous, du coup, de nous forcer à bien redéfinir ce qu'on souhaitait. Et ensuite, ça a permis de voir sur la plateforme via les retours peut-être les manquements. Donc, c'est important pour la personne, qu'elle soit volontaire ou qu'elle soit demandeuse. C'est important d'être assez précis. Et donc après, dans la façon dont c'est fait sur le site, j'ai trouvé que c'était assez structurant pour nous. Donc même si tu dis déstructuré, pour quelqu'un qui n'est pas du tout comme moi et qui me dit j'ai un besoin, la plateforme m'a obligé à me poser des questions, à amener quelque chose qui, semble-t-il, m'a bien guidé puisqu'on a eu les réponses adéquates. J'ai pas eu un boulanger qui m'a appelé ou un boucher, quoi. On était vraiment sur la cible. Après, ça convenait plus ou moins en fonction du temps partiel, en fonction d'autres choses, mais c'était ciblé. Voilà. Et puis, tu vois, ça m'amène aussi à une réflexion, c'est que finalement, il y a l'outil, et que l'outil, c'est sympa et que ça attire l'attention aussi, et que ça permet de faciliter pas mal de choses. Mais moi, je le constate à nouveau, un petit peu comme c'était le cas avec Sheraton, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour, à côté de l'outil,
Et finalement, toute cette partie de attends, je vais t'aider à réfléchir à ces questions-là, je vais t'aider à en faire peut-être une stratégie, puis je vais te mettre en relation avec des gens que tu connaissais pas, enfin, qui ont des intérêts complémentaires avec les tiens, au-delà de juste mission renfort. Et, enfin, je m'éclate avec ça. Et je me rends compte que c'est vraiment des choses qui me régalent. Et c'est ça qui fait qu'il y a un écosystème qui se tisse. C'est forcément assez organique. C'est pas que de l'outil, en fait. Ça peut pas être que de l'outil. De toute façon, d'ailleurs, il y a des grandes limites. On voit bien, on avait commencé à rêver, à imaginer avec Trinity Avocat faire un générateur de conventions tout automatisé, etc. Ce serait un boulot monstre. Et on perdrait cette dimension humaine et confiance, en plus, qui a été soulignée même par les personnes dans le chat, qui semble super importante dans un contexte comme celui-là. C'est quand même des sujets d'humain. Et si on le gère de manière pas humaine, ce serait un peu bizarre. C'est pour ça que j'avais mentionné, Clément, ton accompagnement, hein, Aucune flagornerie, et c'était vraiment le support. Hein. Ça m'a séduit quand on en a parlé, puis j'ai été accompagné, et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et derrière, on a rebondi sur le séminaire que tu as fait chez nous pour dire, si on a ce besoin ponctuel, si on ne sait pas bien structurer les demandes, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des choses chez nous qui sont encore un peu complexes ou pas étudiées ou pas approfondies. Et donc, tu es venu faire ce séminaire sur la recherche de gisements dans les ressources. Voilà, donc tu as raison, c'est un écosystème, c'est une réflexion plus globale et n'automatisons sûrement pas au-delà de la mise à dispo et de la recherche possible. Merci pour ça, Didier, je suis d'accord. Et par contre, la puissance, elle sera quand même quand on sera nombreux à proposer des ressources et à proposer des missions ou des utilités pour ces ressources-là. Didier, effectivement, 1h30, je pense que ça aurait été un petit peu plus raisonnable. Alors, les groupements d'employeurs, c'est super intéressant, cette question-là. Je vais partager ma vision de la chose, c'est que le groupement d'employeurs, c'est un peu la continuité. En fait, si on fait du prêt de main-d'œuvre ponctuel, parce qu'on a des besoins très ponctuels, ça ne peut pas vraiment rentrer dans le cadre d'un groupement d'employeurs. En revanche, si on commence à prendre goût au partage de ressources, au partage de compétences, on peut commencer à s'organiser entre plusieurs employeurs en fonction de notre saisonnalité ou juste en disant, allez, on est 5, on prend un jour par semaine chacun d'un expert commercial, par exemple. Et là, on assure une pérennité pour un emploi à quelqu'un où on n'aurait pas pu le faire. Donc, moi, j'adore le groupement d'employeurs pour ça, notamment. Et on peut aussi aider des groupements d'employeurs actuels, ceux qui, par exemple, si leurs adhérents se sont un peu rétractés en disant on va vous prendre un peu moins de ressources, on va arrêter de vous prendre quelqu'un, et les groupements d'employeurs, eux, ils ont pris des CDI, ils ne font pas de marge quand ils détachent des gens justement chez leurs adhérents, donc ils se retrouvent à payer des salaires avec aucune ressource en face pour compenser le trou. Et dans ces cas-là, eux pourraient venir proposer toutes leurs ressources sur ShareJob. Ça ne leur coûte rien et ça peut les aider, ça peut les soulager eux aussi. Et ça pourrait justement sensibiliser d'autres employeurs qui ne connaissent pas au groupement d'employeurs. Donc, moi, je suis à fond. Et Didier, si vous connaissez des groupements d'employeurs qui pourraient être intéressés ou qui pourraient bénéficier de ce qu'on fait ou avec qui on pourrait se rapprocher, avec grand plaisir pour nous connecter, je serai toujours preneur. Alors, le modèle de la plateforme, Florence, effectivement, on est sur le don. La plateforme ShareJob, on l'a lancée en se disant on veut vraiment avoir une contribution sur l'impact négatif de la crise sur le social, enfin sur les emplois. Et donc, notre sujet, c'est d'abord que les gens puissent l'utiliser et s'en emparer avant d'en vivre. On a d'autres sources de revenus aujourd'hui pour vivre. Alors, l'année 2020 n'a pas été du tout facile pour nous pour autant, mais on ne voulait pas faire payer d'abord et donner la valeur après. Du coup, ce qu'on fait, c'est que c'est complètement libre. Vous utilisez autant que vous voulez. C'est un peu comme l'open source. Vous contribuez à la hauteur de ce que vous voulez si vous en bénéficiez. C'est le modèle des pourboires. Donc, il y a Hello Asso qui marche comme ça dans l'économie sociale et solidaire. Tout le monde utilise Hello Asso complètement gratuitement et ceux qui veulent donnent l'argent qu'ils veulent pour permettre à Hello Asso de vivre et ça marche très bien pour eux. Pour nous, ce n'est pas encore le cas, mais ce serait génial si ça pouvait marcher comme ça. Après, avec Trinity Avocat, on voudrait
peut-être apporter, plutôt que des accompagnements par des avocats qui sont forcément chers, peut-être apporter des trames de convention avec pas mal de commentaires, pas mal d'informations pour être sûr de bien s'y prendre, qu'on pourrait vendre pour un prix beaucoup plus abordable qu'un accompagnement complet par un cabinet d'avocats. Voilà, c'est les deux idées qu'on a pour faire vivre la plateforme. Didier, j'ai vu que tu allais réagir. Oui, non, je réagissais, je disais, tu gagnes moins d'argent depuis que tu as enlevé le plancher des dons qui était à 28 000 €, hein, mais bon, ça, tu fais comme tu le sens. Non, blague à part, ce que je voulais dire, c'est que dans ce fonctionnement-là, j'ai réagi beaucoup en disant le côté positif, en parlant de tout ce que ça apportait, etc. Je rebondis sur ce que toi tu dis, l'accompagnement juridique est clé, puisque je ne veux pas m'en occuper, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'envie. Et deux, quand on travaille avec des petites structures comme By Expert, où on prend justement des personnes en ressources une journée par mois, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'aller plus loin. Donc évidemment, avoir un avocat à temps complet ou se payer un accompagnement annuel avec des avocats, ce n'est pas possible. Par contre, trouver un moyen de pouvoir accompagner les structures comme les miennes, ça serait vraiment bien. Ne serait-ce que par un petit guide de vulgarisation, ne serait-ce que par des réponses à des questions un peu spécifiques, ou l'œil externe, voilà, une journée par mois dans les 2 premiers mois, de Pauline qui vient faire un peu un audit sur ce qu'on a oublié ou qui vient nous donner des conseils face à des cas un peu spécifiques qu'on vient de vivre, des choses comme ça. Ça serait bien. Ça amènera vraiment au mécanisme. Donc l'accompagnement que toi tu as en amont, et puis après, dans la mise en place du dispositif, un accompagnement de type Pauline sur une connaissance des deux parties. Ouais. Et là, en tout cas, on est dans une logique très sur mesure, c'est-à-dire que je pense que certaines structures n'ont absolument pas besoin de ça, elles sont complètement armées pour, notamment Decathlon et Butin, c'était le cas. D'autres structures sont complètement démunies face à ça. Et effectivement, il faut trouver tous les paliers pour pouvoir répondre, pour pouvoir aider quand même, si jamais il y a besoin de se rassurer, de se dire, attends, je ne suis pas en train de faire une bêtise, je le fais comme il faut, sans être forcément dans la formule premium, menu best of plus tout de suite, qui n'est pas du tout abordable pour une petite association qui a un salarié et qui va le prêter un jour par semaine, quoi. Enfin, ça ne marcherait pas pour elle. Par contre, alors peut-être pas dans un cabinet comme ça, mais imaginons que Pauline ou quelqu'un comme Pauline demain qui est dans notre fonctionnement, c'est-à-dire en indépendant ou dans une structure plus light, moi, lui demander de venir pour faire l'audit de est-ce que j'ai pas fait de grosses conneries, hein, quand on parle entrave, je crois qu'on parle de pénal. Bon, ouais, ça me rassurerait quand même. Par contre, faire un contrat avec un cabinet quel qu'il soit, évidemment, ce n'est pas la problématique de Trinity qui est en cause, c'est juste que moi, je n'ai pas les moyens de ça. Et donc, je suis sur le délit d'entrave avec un risque pénal juste parce que je n'ai pas bien formulé. Et je connais le problème puisque ça m'est arrivé une fois pour une histoire d'un centième de centime dans la nouvelle fiche des remboursements de notes de frais kilométriques. C'est passé en délit d'entrave parce que le CSE n'était pas au courant. Bon, donc toutes ces choses-là, je pense que ce sera intéressant, une fois que c'est en place, d'avoir l'œil de Pauline sur le sujet. Alors, je rebondis juste sur ce point de vue-là. Le seul souci, entre guillemets, c'est que la profession d'avocat, etc., c'est une profession réglementée. Donc, vous trouverez difficilement des indépendants en conseil juridique, puisque en fait, ils ont un peu le monopole à ce niveau-là. Donc, ce serait forcément un cabinet d'avocats. Vous n'aurez pas un conseiller juridique indépendant. C'est pas possible. Oui. Ouais, il n'a pas le droit. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas avocat ne peut pas donner du conseil juridique facturé. C'est ça. Oui, mais bon, il y a des moyens. Réflexion. Non, mais oui, mais je comprends totalement. Il y a des moyens détournés, en tout cas, et je comprends, mais dans l'idée. Bouge tes oreilles, Pauline. Non, mais je rigole. Voilà. En tout cas, moi, le besoin est là. Je pense que j'ai vu les commentaires dans le chat. Les autres personnes sont assez en ligne avec ce besoin du chef d'entreprise. Donc, il y a quelque chose à faire. Il faudra discuter avec toi sur le format, mais il y a des choses à faire, c'est sûr. Bon, on trouvera. Moi, je pense aussi à des formats peut-être un petit peu formation vidéo où étape par étape, on dit, bah voilà, tu vois, dans cette étape-là, voilà comment t'y prendre, comment faire, etc. Et donc ça, l'intérêt, c'est que c'est scalable. Et donc, on n'est pas dans une dimension de conseil juridique, on est dans une dimension plutôt d'apprentissage et on apprend à faire par soi-même.
Et par contre, on n'a pas un tampon d'un cabinet d'avocat, mais on peut arriver avec quelque chose de tout fait. Et à la limite, juste demander, est-ce que vous pouvez me relire ça et ça va me coûter 100 € au lieu de me coûter, enfin, je dis n'importe quoi, mais au lieu de me coûter beaucoup plus cher. Il y a peut-être des choses comme ça à faire, effectivement. Oui, puis après, des structures qui répondent aux besoins légaux dont parle Pauline et qui sont plus dans notre mode de réflexion, de partage, de dons. Je connais une avocate qui travaille sur la médiation, par exemple, et qui, dans ce cadre-là, intervient et fait intervenir d'autres personnes, des juristes et autres, et elle le fait sous sa coupe, sous sa structure, par exemple. Mais on n'est pas sur des taux de facturation où, comme aux échecs, là, je lance le chrono et 250 balles de l'heure. Voilà, ça on ne peut pas faire. Pas sur ces problématiques-là. Enfin, ça répond à un autre besoin. Ce n'est pas une critique. Je travaille avec beaucoup d'avocats. Ce n'est pas une critique de ça. C'est juste que ce n'est pas adapté à notre besoin. On vient de parler de prêter, une plateforme qui est gratuite. On peut pas aller dans ces dimensions-là. Oui, forcément, il faut aller trouver, et c'est ce qui fait que ce n'est pas aussi facile que les modèles tout bien déterminés comme Uber, Airbnb. Quand on veut être dans le plus accessible possible et dans des valeurs du don, des valeurs du partage comme ça, les modèles économiques sont souvent un peu moins précis aussi. Mais ça a l'avantage de permettre du coup de faire des choses beaucoup plus sur mesure, beaucoup plus adaptées en fonction de la situation de chacun. Il est 12h20. Oui, la fin nous rend muets. Je pense qu'on va clôturer doucement. À la limite, ce qu'on va faire, c'est que je dis, si quelqu'un a une réaction, une ultime question, là, c'est tout de suite. Et puis, si dans les quelques secondes, il n'y a plus rien, on va clôturer tranquillement. En tout cas, je voudrais remercier tous les participants et pour les commentaires que vous avez faits, pour les encouragements et les questions que vous avez apportées. C'était super. J'ai l'impression que, vu les commentaires que j'ai eus en off aussi, que ça vaudrait probablement le coup de refaire ça, peut-être, de faire d'autres sessions. Tu vois, Didier, on envisageait d'aller plus profond. Personne n'a pris la perche quand on a attendu là, sur aller plus profond. Peut-être que c'est juste continuer à faire de la vulgarisation. C'est peut-être juste le besoin. En tout cas, un grand merci à tous. C'était super. N'hésitez pas à vous emparer, notamment de ShareAJob. Encore une fois, c'est gratuit. Tant que vous voulez que ça soit gratuit, il n'y a aucun souci. Et n'hésitez pas surtout à faire circuler l'information, parce que le gros problème, s'il y avait un problème autour de ça, c'est la méconnaissance du dispositif et en plus de ça, du fait qu'on a une plateforme qui peut nous aider à s'organiser facilement localement pour faire les choses. Donc, si vous pouvez faire une chose pour nous rendre service et pour rendre service à la société de manière générale, je pense, c'est ça. C'est juste de partager l'information au maximum. Et je vais clôturer doucement. Merci encore à tout le monde et puis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.